Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Nous sommes Raphaël et Armelle, chercheuses inconditionnelles de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous partageons l'épisode numéro 79, Je crée du lien social. Avant de commencer, nous souhaitons remercier Sylviane pour son témoignage. Je vous félicite de répandre la compréhension bienveillante de nous-mêmes et des autres, vu que c'est une des plus grandes sources de bonheur ou de bien-être. Top Sylviane, merci beaucoup. Et en tous les cas, faites comme Sylviane, n'hésitez pas et postez vos témoignages sur nos réseaux sociaux 2 minutes de bonheur. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! J'ai tout pour être heureuse. Un travail qui m'intéresse beaucoup et dans lequel je suis bien positionnée pour apporter de la valeur et mettre à profit mes talents, des enfants bien dans leur basket et en bonne santé, un conjoint aimant et présent, une maison à nous, avec l'espace qu'il faut pour pouvoir télétravailler sans se gêner, un salaire qui tombe tous les mois et me permet de satisfaire mes besoins et mes envies, quelques activités pour moi comme du sport, des projets, et pourtant, je me sens déprimée et isolée. Avec cette pandémie, j'ai multiplié les apéros Zoom, envoyé des centaines de messages WhatsApp et passé beaucoup de temps au téléphone à débattre de la situation. Mais je reste sur ma faim. Et là, ça me chicote. Est-ce que j'ai vraiment besoin des autres pour être heureuse? Est-il bien normal que les autres me manquent autant? Comment mes relations vont-elles survivre au Covid? Robert Waldinger, psychiatre à Harvard, est le 4e directeur de l'étude la plus longue qui existe sur le développement humain. À partir de 1938, les scientifiques ont observé la vie de 2 populations distinctes. Un groupe de 268 étudiants de Harvard, des promos 39 à 44, et un groupe de 456 hommes qui ont grandi dans les quartiers défavorisés de Boston. Pour la petite anecdote, le président John Fitzgerald Kennedy faisait partie des cobayes. Au début de l'étude, 80% des sondés affirmaient que l'argent était ce qui les rendrait heureux. Et 50% pensaient que le fait d'être connus serait le déterminant majeur de leur futur bien-être. Depuis plus de 75 ans, ces hommes sont interrogés tous les 2 ans pour évaluer leur santé et leur bien-être psychologique. Les scientifiques étudient leur état physique, leur carrière, leurs succès et leurs échecs, leur situation conjugale et familiale, leurs amitiés, leurs projets. Et la conclusion de cette étude est tombée en 2015 et elle est révolutionnaire. Elle a produit une révélation inattendue. Ni l'argent, ni le succès ne font le bonheur. Ce sont les relations de qualité qui nous rendent heureux. Et plus spécifiquement, le niveau de joie que nous apportent nos relations influence directement notre santé physique et psychologique. Figurez-vous même que ceux qui étaient les plus satisfaits de leur relation à 50 ans sont ceux qui sont en meilleure santé à 80 ans. D'ailleurs, comment vous sentez-vous lorsque vous ouvrez votre cœur à un proche qui vous prête une oreille bienveillante? Vous avez peut-être aussi constaté combien vos grands-parents semblent rajeunir lorsque vous leur rendez visite. Et que dit-on à un malade de longue durée ou un patient qui se lance dans une longue convalescence? En fait, on lui recommande avant tout de bien s'entourer. Et pour finir, pensez aux études qui ont démontré que les nourrissons qui reçoivent de l'amour et de la tendresse grandissent normalement, tandis que les bébés isolés courent le risque de dépérir. Depuis Aristote, qui désignait l'homme comme un animal humain, jusqu'aux psychologues modernes, tout le monde s'accorde sur l'importance des relations interpersonnelles. Maslow, dont nous avons parlé dans notre bulle de bonheur 12 sur les besoins, l'a inclus dans sa hiérarchie des besoins. Bowlby, dont nous parlerons bientôt, souligne combien les relations qu'un enfant entretient avec ses parents dans sa petite enfance influencent ses relations aux autres à l'avenir. Enfin, Martin Seligman, père fondateur de la psychologie positive dont on a parlé plein de fois, en fait un des 5 éléments de son modèle de bien-être durable. Nous vous en avions parlé dans notre bulle de bonheur 70, je suis la priorité numéro 1. Faut-il multiplier les amis sur Facebook? Construire à tout prix une famille nombreuse? Développer un réseau vaste dans notre entreprise? Copiner avec ses voisins? Passer sa vie avec ses parents? Est-ce que c'est une question de volume ou une question de qualité? En fait, c'est un peu du premier, c'est-à-dire une question de volume, et surtout beaucoup du deuxième, une question de qualité.
C'est d'ailleurs cette recherche de relations de qualité qui est à la genèse des jeux de minutes que j'ai créés et conçus. De nombreuses études nous permettent de considérer plusieurs variables à l'origine du bonheur. Le nombre d'amis, les activités de loisirs en groupe, le bénévolat et les missions de service, l'ouverture et l'attention aux autres, le soutien social et émotionnel et les comportements altruistes. Nous cherchons des relations donc saines et étroites. Le mot le plus souvent utilisé pour les désigner est significatif. Alors le mot significatif dans le sens qui fait et qui apporte du sens. Je pense à cette mère de famille qui me partageait récemment combien les échanges de qualité qu'elle a avec sa belle-sœur, qui est 5 ans plus jeune qu'elle, la font grandir. Et puis surtout, tous ces échanges sont devenus un point d'ancrage très fort dans leur vie, à toutes les deux, et ça leur a permis de tisser un lien. Je pense aussi à une grand-mère de 85 ans qui est seule et qui reçoit la visite d'un bénévole chaque semaine. Ils jouent à 2 minutes ensemble et ces moments partagés sont une source de bonheur qui tiennent cette femme jusqu'à la visite suivante. Construire du lien social est avant tout un comportement naturel et ça c'est bon de le savoir. J'aimerais aujourd'hui que nous nous arrêtions sur 3 de ces caractéristiques: l'amour, l'empathie et la compassion. La première, l'amour. L'amour n'est pas qu'une affaire de couple ou de rapport filial. Barbara Lee Fredrickson, une chercheuse américaine spécialisée en psychologie positive, nous dit que l'amour est une résonance positive entre 2 personnes. Elle passe par 3 éléments entrecroisés. D'abord des émotions positives, une synchronisation comportementale et un souci profond de soutenir le bonheur de l'autre. Ça me fait penser au magnifique mot de Montaigne quand il nous dit « Si on me presse de dire pourquoi je l'aimais, je sens que cela ne peut s'exprimer qu'en répondant « parce que c'était lui, parce que c'était moi ». Aimer est donc un acte naturel qui relève de notre instinct, et ça en fait à la fois quelque chose de banal et de mystérieux. Deuxième caractéristique, l'empathie. L'empathie est une réaction émotive tournée vers l'autre. C'est lorsque nous percevons l'état d'autrui que nous développons la capacité à nous mettre à sa place et à nous projeter dans ce qu'il vit. Cela suppose de déplacer son référentiel ou son univers pour s'inviter dans celui de l'autre. C'est comme si j'allais dans la bulle de l'autre. Ça inclut de la gentillesse, de la bienveillance, de la tendresse, entre autres. L'empathie, c'est un ingrédient fort pour entretenir de belles relations. Rogers, dont nous avons parlé plein de fois, psychologue humaniste américain, le résume et il dit « Percevoir de manière empathique, c'est percevoir le monde subjectif d'autrui, comme si on était cette personne. » Par exemple, l'empathie est utile pour sécuriser et renforcer nos liens avec les adolescents. Dans tous les bouleversements qu'ils vivent, les comportements des adolescents peuvent être difficiles à saisir et à accueillir. C'est aussi vivre une bulle de bonheur avec un malade, une personne en fin de vie. C'est grâce à l'empathie que nous sommes capables de nous déplacer dans leur univers pour essayer de les comprendre et maintenir le lien et le renforcer. L'empathie nous permet d'éviter de juger et nous empêche de réagir avec nos propres réflexes. Puis enfin la compassion. Compatir pour quelqu'un d'autre, c'est avant tout prendre conscience de sa souffrance. Cela va passer par le fait de sentir que la source de souffrance est sérieuse et de s'identifier à la personne qui souffre. La compassion, elle est au cœur de notre nature humaine. C'est un garde-fou, un garant de notre sens moral, car c'est notamment grâce à notre instinct de compassion que nous ne souhaitons pas faire souffrir les autres. La compassion, c'est par exemple le coup de téléphone que je vais passer auprès d'une personne qui est malade ou à mes parents parce qu'ils souffrent d'isolement et de solitude, alors que ma journée est hyper chargée, je prends ce temps-là pour les joindre et pour prendre soin d'eux. Allez, je change de regard. Soigner la qualité de ses relations aux autres a de multiples conséquences sur notre bien-être. Alors, tout d'abord, sur le plan biologique, la proximité sociale a les mêmes effets sur le corps que la proximité physique d'un câlin, par exemple. Elle nous fait sécréter de l'ocytocine, aussi appelée hormone du bonheur. Le simple fait de sourire, par exemple, génère des signaux positifs très forts pour notre organisme. Ces signes sont captés par le nerf le plus long et le plus complet du corps humain. C'est le nerf vague.
Alors, le nerf vague lie le cerveau avec plusieurs organes clés de notre corps, comme le cœur, l'intestin, l'estomac et les poumons. Lorsque nous libérons de l'ocytocine, le nerf vague enregistre que tout va bien et diffuse ce message aux organes auxquels il est connecté. Autrement dit, entretenir de bonnes relations libère des hormones qui stimulent le nerf en charge du fonctionnement apaisé de notre corps. Il y a donc un cycle positif entre la qualité de nos liens sociaux et notre bien-être physique. Et à l'inverse, vous l'avez tous constaté, il arrive que lorsque nous sommes en conflit ou peinés par quelqu'un qui compte pour nous, nous le ressentions physiquement. Nous avons des maux de ventre, nous sentons une perte d'énergie et même parfois on a le souffle plus court. Sur le plan plus psychologique, parmi les bienfaits qu'apporte le lien social, je voudrais d'abord vous parler de la capitalisation. Il existe un joli proverbe anglais qui dit que une joie partagée est une double joie, une peine partagée est une demi-peine. En effet, le fait de raconter un événement positif à quelqu'un d'autre va permettre d'en retirer un bénéfice supplémentaire. Car si la personne à qui l'on parle a une réaction appropriée, c'est-à-dire empathique, alors nous allons nous sentir valorisés et reconnus. Cela va décupler notre joie qui est si importante pour notre bien-être. Rappelez-vous, nous en avons parlé dans notre bulle de bonheur numéro 12, « Je cultive la joie ». En plus de mon bénéfice personnel, nous allons ensemble partager de la joie, ce qui va nourrir notre relation. Partager de la joie, c'est aussi tisser des liens, c'est resserrer les liens. J'aime beaucoup dans ces cas-là faire le lien avec les enfants quand ils rentrent de l'école et qu'ils sont si excités et ils ont tellement envie de raconter ce qu'ils ont vécu de chouette à l'école. Un autre bienfait de soigner la qualité de la relation, c'est le sentiment de compter pour l'autre. Nous nous sentons importants et signifiants pour quelqu'un d'autre dans ces cas-là. Ça va nourrir notre sentiment d'être quelqu'un d'unique et de différent des autres, ce qui va améliorer notre estime de nous-mêmes. Si par exemple nous avons des amis qui font des centaines de kilomètres pour venir passer un week-end avec nous, à travers leurs efforts, nous sentons combien ils sont heureux de nous voir et combien nous comptons pour eux. Entretenir de solides relations apporte également un soutien émotionnel. Échanger sur une situation qui nous dérange en réduit l'incertitude et nous permet d'y voir plus clair. Nous pouvons aussi soutenir quelqu'un par une écoute sincère et active en montrant que nous cherchons vraiment à comprendre, en véhiculant des émotions bienveillantes pour l'autre ou encore en apportant une aide concrète. Quand je ne sais pas comment soulager ma grand-mère qui souffre de la maladie de Parkinson, j'ai cependant compris que quand je lui faisais ses courses, en y ajoutant un petit bouquet de fleurs ou un livre, et que je fais une partie de Scrabble avec elle, elles se sont soutenues. Elle apparaît souvent plus sereine quand je repars. La qualité des liens sociaux que nous créons nous rend aussi plus résilients. La résilience, c'est donc notre capacité à surmonter les obstacles, nos difficultés et même nos échecs pour en faire une source de croissance personnelle. Je vous laisse réécouter notre podcast 65 sur la résilience. Nous sentir entourés par des personnes qui nous veulent du bien nous aide à voir les choses de façon plus constructive et plus positive. Et tout ça, ça alimente notre motivation pour dépasser les difficultés. Nous pouvons dire aussi que le lien social est un véritable engagement, que ce soit au sein de notre famille, que ce soit d'un groupe d'amis, d'une promotion d'école, d'une équipe de sport ou alors au travail, d'une association bénévole, nous prenons soin des autres, les uns des autres, comme si c'était un projet. Cette implication, elle est vécue comme un engagement. Et un des déterminants du bien-être durable selon Seligman, c'est justement l'engagement. Et cet engagement altruiste est une source de bien-être durable très importante. Parce que tout simplement, et c'est prouvé scientifiquement, ça améliore notre relation à notre environnement, à notre sens de la connexion et aussi notre relation à nous-mêmes. Ce qu'il y a de formidable dans tout ça, c'est que la qualité de notre lien social aux autres et notre bonheur forment un cercle vertueux. C'est Sonia Lyubomirsky, professeure américaine au sein du département de psychologie de l'université de Riverside en Californie et qui est auteure de ce fameux best-seller The How of Happiness, qui l'a démontré. Les personnes qui se sentent bien sont plus sociales. Elles sont prêtes à entretenir de relations significatives avec d'autres personnes, à leur apporter du soutien, à se poser en couple avec un partenaire et à faire preuve d'altruisme. Donc, plus nous sommes heureux, plus nous entretenons de bonnes relations,
plus nous augmentons notre empathie et notre coopération. Et grâce à tous les bienfaits que nous en retirons, nous sommes plus heureux. Et oui, le bonheur facilite les relations sociales qui elles-mêmes favorisent le bonheur. Alors, concrètement, quelles sont toutes les petites pistes que nous pouvons suivre pour prendre soin de notre relation? Première idée. Pratiquer une écoute active et bienveillante. On en a parlé tout à l'heure. Savoir accueillir les émotions, les bonnes et les mauvaises nouvelles des autres, c'est tout un art. Cependant, c'est tellement riche pour la qualité de la relation et pour établir un lien de confiance. Essayez de vous projeter dans les baskets de votre interlocuteur en rejetant toutes vos représentations personnelles et sans jugement. Accompagnez le mouvement de l'autre par votre joie ou votre compassion avec une juste distance. Pour cela, réécoutez notre bulle de bonheur 28, j'apprends à écouter. Attention cependant, parce que quand quelqu'un vous confie certaines choses, ça peut éveiller chez vous certaines émotions qui ne sont pas forcément agréables. Faites confiance à la personne, plutôt que d'avoir la mauvaise réaction, exprimez ce que vous ressentez. Vous pouvez aussi vous reporter à notre bulle de bonheur 67, je me positionne par rapport aux autres pour pouvoir garder la juste distance. Deuxième piste, soyez authentique avec les autres. Faites tomber les masques et montrez-vous tel que vous êtes, avec vos imperfections. Vos amis, votre famille vous seront toujours reconnaissants de vous montrer vulnérable. C'est une tellement belle marque de confiance. Faites donc un petit détour vers notre bulle de bonheur 49 sur la vulnérabilité. Apprenez aussi à demander. Rappelez-vous, la demande est pleine de vertus. Pour cela, allez nous rejoindre dans la bulle de bonheur 69. Troisième piste. Jouer, jouer et jouer. Comme nous l'avons vu dans la bulle de bonheur 72, je joue pour être heureux. Le jeu est un acte social, une source de partage d'émotions positives, de rire. Et lorsque nous jouons ensemble, nous nous sentons entourés. Nous appartenons à un même groupe. Pensez à nos jeux de 2 minutes qui sont de grands vecteurs de tous ces liens, qui soient intergénérationnels, familiales ou conjugales. Quatrième piste. Engagez-vous. Engagez-vous dans du bénévolat. Engagez-vous pour rendre service, pour donner de votre temps aux autres, pour apporter du soutien à une personne ou à une cause. Tout ça va développer votre empathie, votre sentiment d'appartenance et d'utilité. Les relations construites autour de causes qui nous sont sincèrement chères et profondes permettent de créer un lien solide. Cinquième idée. Pratiquez une activité, quelle qu'elle soit, que ce soit une activité sportive, un atelier créatif, un groupe culturel ou un cercle de réflexion, de lecture, et faites-le sur des sujets qui vous tiennent à cœur. Même si les temps sont confinés aujourd'hui où on a moins la possibilité de se voir, il existe quand même beaucoup de ressources. Alors on peut toujours utiliser la visio, c'est tout de même pas pareil, mais la visio est quand même aussi un bon moyen. Sixième piste, entretenez vos relations. Laissez du temps et de l'espace dans votre quotidien pour vos relations. Lorsque vous êtes avec quelqu'un, faites-en un moment de qualité, en éloignant votre téléphone par exemple. Concentrez-vous sur le moment que vous passez avec l'autre. Soyez pleinement à l'autre. Si la relation est en sommeil ou abîmée, il peut vous sembler difficile de rétablir un canal de communication. Pourquoi pas ne pas commencer par passer un bon moment ensemble, sans pression, autour d'un film, d'une promenade, d'une exposition, d'un jeu pour profiter des émotions positives ressenties ensemble. Vous aurez tout le temps après pour reprendre les longues conversations là où vous les aviez laissées. Septième et dernière piste. Cultiver la gratitude et la reconnaissance. Alors nous en avons déjà parlé longuement dans notre bulle de bonheur 20. J'adopte la gratitude. Déprogrammez donc votre cerveau pour reporter votre attention sur vos sources de satisfaction et de joie dans vos relations. Vous savez, tous ces petits détails qui font la différence. Exprimez à vos proches votre reconnaissance et votre plaisir d'être avec eux. Ça va diffuser des émotions positives qui vous rapprocheront. Et hop, je me lance. Si je résume, 1. Le lien social est un carburant de notre bonheur. 2. La compassion, l'amour et l'empathie nourrissent nos relations. 3. Les relations significatives sont source de bien-être physique et psychologique. 4. Une relation s'enrichit autour d'activités communes dans un partage authentique et une bienveillance mutuelle. À vous de jouer, chers auditeurs.
2 minutes pour penser à quelqu'un qui vous est cher et que vous avez un peu délaissé, et choisissez une action pour vous reconnecter ensemble. Et pour terminer en beauté, la petite mousse de la semaine est de Lord Byron. Pour connaître la joie, il faut partager. Le bonheur est né jumeau. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis en partageant ce podcast. Inscrivez-vous à notre newsletter en allant sur notre site 2minutesdebonheur.com, 2 en chiffres, pour être notifié de nos prochains épisodes. Également, profitez de toutes nos astuces sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook, 2 minutes de bonheur. Enfin, Bulle de Bonheur est propulsé par les jeux 2 minutes, 52 cartes pour prendre le temps d'être heureux.